Je pense au combat à main nue, où on prend tout ce qui se fait d'exagérer. Oh, vous êtes un peu chiant quand même, hein. Bon, comment on fait là? Comment je fais? Bah je sais pas comment faire. Mais bon, je sais pas si c'est le bon jour, je sais pas si c'est bien de faire ça, tu vois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que vous m'avez conseillé, et le livre du jour, c'est Nuit à Appalaches de Chris Offutt. De quoi ça parle? Tucker, vétéran de la guerre de Corée, compte survivre loin des hommes dans la nature. Mais un jour, alors qu'il se prépare tranquillement à un ragoût d'écureuil ou de serpent dans une carapace de tortue, il va interrompre une tentative de viol, celle de la jeune Rhonda, par son oncle. Et c'est ainsi que s'amorce leur histoire. On me l'a proposé sous la vidéo de My Absolute Darling de Gabrielle Talent, un roman que j'ai adoré. Et je vois le rapport entre les deux. Malheureusement, je trouve que Nuit à Appalaches représente ce qu'aurait été My Absolute Darling si Gabrielle Talent n'avait pas passé 8 ans à l'écrire. Il est un peu à l'état d'ébauche, comme un roman qui n'aurait pas encore été terminé. Les personnages sont des croquis archétypaux, la nature ne sert pas autant le texte qu'elle le devrait, et en général, Chris Offutt ne fait pas suffisamment confiance au lecteur. Il ne laisse pas de place ni à son imagination, ni à son intelligence. Le roman s'inscrit dans le genre du nature writing, un genre que j'affectionne habituellement. C'est un genre littéraire qui remonte à Henry David Thoreau, et dans lequel les grands espaces jouent un rôle important, si ce n'est le rôle principal. Henry David Thoreau a écrit en 1854 Walden ou La vie dans les bois, un récit autobiographique qui détaille son séjour pendant 2 ans dans une cabane près d'un étang. Il s'agit souvent de textes poétiques, de textes qui s'inquiètent de l'état de l'environnement, des textes qui peuvent aussi avoir une portée décoloniale, avec le génocide des Amérindiens en toile de fond. Comme récit emblématique du nature writing, on trouve Danse avec les loups, Le dernier des Mohicans, L'appel de la forêt, Légende d'automne, ou plus récemment, avec un regard féministe, My Absolute Darling, ou même le Féminat de cette année. Des textes donc assez différents les uns des autres et qui peuvent même avoir des animaux comme personnages principaux. Mais ce que l'on peut trouver de commun dans tous ces textes, c'est la solitude. Les personnages, isolés de leurs congénères, mais aussi face à la beauté de la nature et aussi à ses dangers, doivent se concentrer sur leurs sensations, sur leur animalité, ou même leur ingéniosité pour survivre. C'est pour cela que ces récits interrogent l'homme en nous, notre humanité, cette fragilité de l'humanité, face à un monde dans lequel nous sommes fondamentalement étrangers. Ce sont donc des auteurs qui remettent l'homme à sa juste place, lui qui n'est finalement qu'un rouage parmi d'autres dans la grande machinerie qu'est le monde. Et cette humilité de l'homme, du Little Big Man, c'est paradoxalement ce que l'on ne retrouve pas du tout dans le texte. D'abord parce que la nature ne semble pas intéresser Chris Offutt. En effet, l'écriture de la nature est laborieuse. On a vraiment l'impression que l'auteur a ouvert un almanach pour essayer de caser le plus de plantes possible. Alors que les descriptions étaient très travaillées chez Talent, une nature vénéneuse et dangereuse pour servir de décor à un quotidien encore plus vénéneux et dangereux, ici, j'ai un sentiment d'artificialité, de nature reconstituée par l'écriture. Une nature encyclopédique retranscrite qui passe de livre en livre sans passer par le réel. Et ceci afin d'offrir un paysage d'abondance, un paysage qui se plie à tous les désirs de l'homme, comme le jardin d'Éden, et ici en l'occurrence de Tucker. Il récupéra l'écureuil et quitta la forêt pour un pré, ramassant au passage du lamier et des pissenlits. Il chercha les feuilles pliées de l'oxalis et en déterra 14 racines tubéreuses. Il fut attiré par les effluves vaillés d'une touffe de poireaux sauvages. C'est difficile à croire le fait qu'il se fasse une petite salade composée en trouvant tous les ingrédients qui se trouvent à sa portée. Mais ce n'est pas ce qui dérange le plus. Le problème, et ce qu'on sent assez vite, c'est que la nature n'intéresse pas Offutt. Elle sert certes de refuge à Tucker, de refuge face à cette humanité qui l'a détruit, mais ce n'est que temporaire, que le temps de le faire vadrouiller vers d'autres aventures. Et c'est aussi le cas de Rhonda ou de la famille. Tout dans le texte est là pour mettre en valeur l'héroïsme ou le courage de Tucker, et cela d'une manière assez puérile. Et pourtant, j'étais bien partie. La première scène, avec Tucker en autostoppeur, l'inscrit dans la même lignée qu'un Tom Joad chez Steinbeck. Il n'y a pas trop de marqueurs, sauf ce vagabondage et les souvenirs. Mais quelque chose cloche dès le départ. Tucker manque de complexité. Il est trop gentil. Le moindre cent qu'il gagnait enfant, il le donnait à sa mère pour acheter à manger. Vétéran souffrant de stress post-traumatique, il s'exclut du monde des hommes qui l'a fait trop souffrir, et taiseux, reprenant le trope du lonesome cowboy, celui de l'aventurier, du bon américain qui sauve la veuve et l'orphelin, qui représente la puissance masculine, un cavalier solitaire au passé obscur.
ce qui n'aurait pas posé de problème dans un western des années 30 à 50, me donne la fâcheuse impression qu'il n'y a pas eu de réalisateurs comme John Ford ou Arthur Penn pour remettre en question cet imaginaire. Et pire encore, on mélange cela à des représentations actuelles de super-héros. Je pense au combat à main nue, où l'on prend tout ce qu'il se fait d'exagéré dans la masculinité, de peu concret, où les coups n'ont aucune valeur à cause de leur accumulation, dans des scènes de combat hyperboliques. Jimmy se plia en deux. Son dos rebondit contre la voiture et il tomba à genoux. Il reprit son souffle, juste assez pour vomir ses œufs du matin sur le sol. Dans le livre, c'est la deuxième fois qu'un mec vomit après avoir reçu un coup de Tucker. C'est une virilité exacerbée à la Batman qui ne permet pas vraiment au lecteur de s'identifier. Et comme je le disais, il y a quelque chose d'un peu puéril dans la caractérisation de ce héros, qui arrive toujours au bon moment pour venir en aide aux femmes, se tirer d'une situation dangereuse, et toujours avec la bonne réplique aux lèvres. Alors, dit Tucker, on a envie de danser. J'imagine Chris Offutt comme un gamin avec ses Action Man. On a passé des décennies à complexifier la figure du héros, et ce roman, c'est un gros retour en arrière. Et parfois, ça fait même parodie de western, on se croirait dans le grand détournement. Et sans que ce soit voulu. Ceci à cause de cette hyper-masculinité. La description des méchants ressemble à des costumes steampunk de jeux vidéo. Une paire de lunettes grossissantes, spécialement conçues pour le travail de précision, était relevée sur son crâne d'Egon. Ils n'existent pas. Ils sont juste un moyen d'exacerber les pulsions de violence de l'auteur. Pulsions qui traversent tout auteur à un moment donné, mais qu'on supprime en général. Des scènes que j'inscrirais dans une toute puissance infantile. On est dans un jeu vidéo où rien n'a d'impact, rien n'a d'importance puisqu'on part du postulat que tous les personnages, sauf Tucker, peuvent mourir. Comme un personnage de GTA, il peut faire tout ce qui passe par la tête de son auteur, dans la limite de la cohérence du monde créé. Même la paternité est virile dans le roman. On a des scènes ressucées de père qui bricole avec son fils et lui dit de bien s'occuper de la maison. Je suis pas encore un homme. Non, mais tu vas le devenir. Tucker est l'homme de la situation, mais aussi l'homme de la maison. Celui sur lequel tout repose. Je vais aller voir, dit Tucker. Je suis là maintenant, je vais prendre les choses en main. Rhonda, son épouse, est même adulte, très infantilisée. Si lui, c'est le lonesome cowboy, elle reprend le trope de la demoiselle en détresse. Alors que la Turtle de Talent était tout sauf une demoiselle en détresse, Rhonda est très passive. On assiste encore à une description naïve de l'adolescence féminine. Rhonda inspira profondément et bâtit des cils avec la grâce d'un papillon. Mais le pire, c'est son personnage adulte. Si elle paraît avoir des émotions, ce sont des pensées rudimentaires, des formulations d'enfants de 4 ans. Par exemple, quand Tucker va sortir de prison, elle espérait que tout fonctionnait encore correctement, que le devant de son derrière ne s'était pas asséché. C'est la femme comme le concevaient justement les années 30 ou 50 mentionnées plus tôt. Une femme passive, dépendante, qui n'a aucune conscience d'elle-même, de ses désirs ou même de son corps. Chris Offutt est trop centré sur la gestuelle de ses personnages lors de ses descriptions, ce qui enlève de la fluidité, une vue d'ensemble, une vue globale de ces scènes. Tucker le frappa 3 fois à la tête, son bras s'activant comme un piston. L'homme tituba en arrière et la fille courut à la voiture. L'homme leva les bras. Je trouve que c'est bien de trancher avec les échelles dans ce genre de scène. Le combat, on va dire que c'est le centre de la scène. La forêt, c'est la vue d'ensemble. On peut dézoomer pour montrer par exemple ce que font les oiseaux à ce moment-là. Est-ce qu'ils s'envolent de peur? Est-ce qu'au contraire ils ne bougent pas pour montrer le côté nature immuable face à la violence des hommes? Ou au contraire, on peut zoomer pour aller encore plus loin dans la tête de Tucker à ce moment-là, ou de la jeune fille. Est-ce qu'ils ont peur? Comment ils respirent? Ce qu'ils voient? Est-ce que le soleil se pose de telle manière sur le visage de l'oncle? Bref, beaucoup de solutions pour en faire autre chose, pour ne pas en faire une scène unidimensionnelle, mais lui ajouter différentes couches de réalisme. Ce qu'est la vie, en fait. Parfois, Chris Offutt explicite trop. Par exemple, il est dans le tact, dans la suggestion, au moment où il précise que la jeune fille pince les lèvres quand elle apprend que Tucker est marié. On comprend qu'il lui plaît, c'est sous-entendu, c'est littéraire quoi. Sauf qu'il se sent obligé quelques lignes plus loin d'expliciter. Sa colère augmentait à chaque seconde. Surtout, elle en voulait au soldat d'être marié. Vers la moitié du roman, on quitte le nature writing pour s'intéresser à la famille qu'il a créée avec Rhonda. C'est ennuyeux et frustrant parce qu'il amène le roman vers ces rives-là, avec le handicap des enfants, mais n'en fait pas grand-chose. On n'en saura pas plus alors que je trouvais que ça mettait du sang neuf dans le récit. On a l'impression que c'est uniquement pour ajouter du drame, un décor dramatique dans la vie de Tucker pour le peindre encore plus en héros, comme l'oncle mort de Spider-Man ou les parents de Batman. Justement, le lecteur, quand il tombe sur cette sorte de malédiction, puisqu'on apprend que le couple a eu plusieurs enfants lourdement handicapés, il est avide d'en savoir plus. Ça titille une part sombre de notre humanité, un côté voyeur, ce qui amenait les gens visiter des freak shows dans le XXe siècle. Mais si c'est titillé pour titiller, ça sert à rien, car la difformité, ou plus généralement la monstruosité, puisque c'est le terme employé dans les œuvres cinématographiques ou littéraires, c'est passionnant. Ça amène toujours plus ou moins vers ces questions. Qu'est-ce qui fait notre humanité ?
Qui sont les vrais monstres? Question magnifiquement soulevée comme des œuvres comme Notre-Dame de Paris ou des films comme Elephant Man ou Freaks. Ici, elle ne sert strictement à rien. Les enfants sont enlevés à la mer quand Tucker est en prison. On ne sait jamais pourquoi il n'arrive pas à avoir des enfants qui ne sont pas handicapés. Puis un jour, miracle, ils arrivent à en avoir un. Et c'est comme si ça effaçait la malédiction. Les autres enfants sont en institution, mais c'est pas grave puisque le petit Shiny va bien. C'est n'importe quoi, c'est comme le cas de Rhonda. Ne se servir des personnages que pour lui ajouter un background, comme dans un comics. Les antagonistes sont manichéens puisque le lecteur, visiblement, ne supporterait pas l'ambiguïté. Ainsi parle le patron de l'assistante sociale, patron qui va tenter de l'agresser sexuellement par la suite. Une maison pleine de bêtes de foire. J'avais peur de tomber sur une femme à barbe et un garçon alligator en ouvrant une porte. On ne peut ressentir que des émotions primaires, avec des antagonismes simples, lisibles immédiatement. Tucker en sauveur de la veuve, de l'orphelin et de l'assistante sociale, embêtée par un patron Weinsteinisant. Et même le texte aide trop le lecteur. Il souligne ce qui va servir le récit plus tard, comme si on souffrait d'amnésie. Tucker réalisa que le gamin éprouvait du ressentiment envers son oncle, et mit cette information dans un coin de sa tête. Et donc plus loin dans le livre, c'était le moment d'utiliser ce trait contre lui en plus du ressentiment qu'il avait déjà remarqué en sortant de la prison. On dirait vraiment que c'est une note à lui-même, ce genre de choses qu'il faut supprimer du roman à la fin. Je veux dire, c'est comme dans Anna Karénine, si Tolstoï nous disait au moment où elle rencontre Vronsky à la gare, t'as vu, elle est pas trop à l'aise, faudrait le garder dans un coin de notre tête, parce que les trains, attention, c'est dangereux. Et ce manque de confiance dans le lecteur, elle s'immisce jusque dans la phrase, avec un manque cruel de pronoms, et une abondance de prénoms pour que surtout on ne perde pas le fil. Tucker aida Jimmy à se relever et ils partirent en laissant la crête derrière eux. Il ramassa le chapeau de Jimmy, l'épousseta et lui remit sur la tête. Ils avançaient lentement, Jimmy forçant sur une jambe, manquant d'équilibre avec son bras en écharpe. Tucker avait les deux armes. Il marchait derrière Jimmy. Bon, et l'épilogue ressemble encore à des notes, ou au fameux écran de fin dans les films quand ils expliquent ce que sont devenus les personnages. Pour moi, c'est l'anti-littérature par excellence, ce genre d'épilogue. C'est nier le rôle de clôture d'un roman, celui de servir de passerelle entre le réel et la fiction, entre l'imagination de l'auteur et celle du lecteur. Une sorte de « à toi de jouer maintenant, à toi d'imaginer la suite ». Non, là il faut à tout prix tout expliquer, tout refermer, empêcher toute autonomie du lecteur. Voilà mon avis sur Nuit Appalaches. J'espère ne pas vexer la personne qui me l'a conseillé. Comme vous l'imaginez, j'aurais préféré apprécier ce roman. Mais je pense qu'en général, si vous aimez bien mes vidéos, c'est parce que j'essaie toujours de donner un avis franc, de rendre objectif mon ressenti. Le rôle n'est pas de prêcher la bonne parole, surtout quand ce sont des romans qui ne sont pas trop connus comme celui-ci. S'il vous tente, lisez-le. J'ai déjà dit souvent que je ne voulais pas être dans le déconseil littéraire. Mais c'est important pour moi de rester indépendante et de dire sincèrement ce que je pense des romans. Raison pour laquelle je n'accepte plus de SP par exemple. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de me conseiller un livre, faites-le en commentaire. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.